Comment faire quand on veut vendre son cabinet, vendre sa patientèle, quand on est infirmière libérale? Je te dis tout. Souvent, vous me posez cette question et en fait, vous, en message privé ou en bilan de compétences, et vous avez eu plein d'infos, mais c'est un peu fou. Alors, on va revenir un petit peu. J'ai pris des petites notes pour être sûre de rien oublier sur certains détails. Alors, tout d'abord, la première des choses qu'il va falloir faire quand si tu es associé, enfin si tu as un cabinet, si tu es associé, ça va être déjà de regarder ton contrat. C'est la première des choses à faire. Si tu ne sais pas lire ton contrat correctement, tu as dû le signer avec un notaire ou un avocat, je te conseille vivement de retourner vers ce notaire ou cette avocate ou avocat pour pouvoir être sûr d'avoir bien intégré et bien compris le process. Si tu ne peux plus avoir de contact avec cette personne, ça peut arriver, à ce moment-là, n'hésite pas à te tourner vers les juristes de ton assistante juridique, de ta responsabilité juridique, ou à demander conseil auprès d'un avocat ou d'un notaire, puisque c'est censé être gratuit. Le conseil avocat et le conseil notaire, c'est censé être gratuit, ne l'oubliez pas. Sachant que derrière, tu vas être dans tous les cas obligé de passer par un avocat ou un notaire pour la vente de ta patientèle. Donc du coup, en fait, le fait de leur demander conseil, en fait, derrière, ils auront leur participation financière. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, bien évidemment, il faudra que tu avertisses ton associé si tu es associé et du coup, le faire dans les règles de l'art du contrat. Et ça, je te conseille très très vivement de le faire parce que sinon, attention, ça peut se retourner contre toi. Donc, s'il est stipulé que tu dois l'annoncer genre 6 mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception, eh bien, tu respectes. 6 mois avant avec lettre avec accusé de réception. Recommandé avec accusé de réception. C'est hyper important. Ensuite, à quel moment, combien de temps en avance? Alors là, il n'y a pas de règle non plus. Pourquoi? Il y a des zones en fait où ça se vend très vite, très facilement, il y a beaucoup de demandes, et il y a des zones où c'est mort, où c'est une catastrophe internationale. Malgré tout, la zone où c'est très rapide et où il y a une grosse demande, il peut se passer qu'à ce moment-là, il n'y ait personne qui veuille racheter ta patientèle. Et du coup, en fait, à l'inverse, la zone qui est complètement morte et où c'est déjà galère pour avoir des remplaçants, en fait, cette zone-là, elle peut être demandée parce que, fait exprès, y a quelqu'un en France qui est très intéressé par ton territoire et qui attendait l'opportunité de ses rêves et elle est tombée sur ton annonce. Donc, il n'y a pas véritablement de règle. La vraie question que tu dois te poser, c'est à quel moment tu vas arrêter. C'est-à-dire que si tu te dis fin d'année 2024, j'ai envie d'arrêter, à ce moment-là, c'est 6 mois avant minimum qu'il faut que tu vendes ta patientèle parce qu'entre le moment où tu vas trouver quelqu'un, le faire connaître, demander à ton associé si elle est OK, faire signer les papiers et acter l'acte de vente, il faudra bien un bon 6 mois. Donc, moi, je te conseille 6 mois, c'est le minimum. Voilà. Ça peut être plus rapide et ça, il faut que ce soit OK entre les parties. Mais voilà, si tu veux être sûr, 6 mois, c'est le minimum. Et puis 6 mois, c'est aussi le temps de préparer ta porte de sortie et ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, souvent, vous me demandez l'URSSAF et la Carpinco. Alors, comment faire pour vendre la patientèle? Tout simplement, vous utilisez le réseau local. Vous en parlez autour de vous, d'autres collègues infirmiers, les pharmaciens, les médecins, enfin bref. Comme ça, éventuellement, tout le monde est au courant. Et effectivement, c'est ce qui fait aussi que peut-être que quelqu'un du coin ou du cru va être intéressé et va vouloir racheter ta patientèle. Si ça se passe pas comme ça, à ce moment-là, tu mets en annonce sur Stetonet ou sur annonce médicale, enfin bref, il y a pas mal de sites quand même qui te permettent de mettre ton annonce, sur l'ordre aussi, national des infirmiers. En fait, tu mets ton annonce et puis tu attends le client. Mais il faut pas hésiter quand même à aller chercher ton client. Il y a les groupes aussi des réseaux sociaux sur Facebook, maintenant, vend patientèle, machin et tout. En fait, active tous les réseaux que tu peux, possibles et inimaginables, bien évidemment. La première des choses est en parler à la collaboratrice, voire le ou la remplaçante de ton cabinet, bien sûr. Ensuite, l'URSSAF et la Carpinco, comment ça se passe, combien de temps en avance? Alors déjà, dans l'ordre, admettons que tu aies trouvé quelqu'un et que la personne veut arrêter le 1er septembre. Veut commencer, le 1er septembre. À ce moment-là, il faut que tu t'adresses à l'ordre en expliquant à l'ordre, et c'est en premier à l'ordre, que tu arrêteras ton activité de libéral le 1er septembre. Une fois que tu dois le faire en ligne, et en fait, c'est une fois que l'ordre t'aura validé ça, et elle ne le valide
que le 1er septembre, qu'elle enverra à la sécurité sociale le fait que ton activité de libérale, c'est bon, c'est une cessation d'activité et que tu n'es plus infirmière libérale. Et c'est ce papier que tu recevras de la Sécu que tu enverras à l'URSSAF en attestant bien que du coup tu as arrêté, enfin que c'est fini pour toi. Ce que tu peux faire par contre, c'est effectivement d'avertir la Carpinco et l'URSSAF pour qu'ils soient au courant, et ils sont au courant, ils ont la date, ils attendent juste le papier de la Sécu pour l'acter. C'est tout. Mais pour eux, ça ne change... Enfin voilà, ils vont te le redemander si tu oublies de leur envoyer, mais si tu leur dis le 1er septembre, c'est le 1er septembre. La particularité, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes en fin de trimestre. Ceux qui te disent « Oh, ça sert à rien, maintenant c'est fini », c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu payes le trimestre, donc si tu arrêtes en début de trimestre, tu payes un trimestre pour rien, donc c'est un peu dommage. Sauf la Carpinco. La Carpinco, effectivement, s'arrête à partir du moment où tu t'arrêtes à la date, tu t'arrêtes le 1er septembre. Le 1er septembre, tu n'as plus de Carpinco, ni de régule, ni de Carpinco. C'est la particularité de la Carpinco. Ce qui n'est pas le cas de l'URSSAF. L'URSSAF, tu auras la régule à payer. Pour savoir la régule que tu auras à payer à l'URSSAF, rien de plus simple que de demander à ton comptable de le calculer pour toi, parce qu'on les paye un petit peu pour ça. Donc, il est censé te calculer le prorata en plus ou en moins, ça peut arriver que ce soit en moins, et du coup, en fait, de te dire que tu devras tant pour que tu puisses le prévoir, bien sûr, et tu as aussi la possibilité de demander à l'URSSAF un échelonnement de paiement, et je t'invite fortement à le faire si c'est ton cas. Ensuite, vous me demandez souvent, du coup, par rapport à ça, par rapport aux charges, au niveau de l'URSSAF Carpinco, est-ce que c'est des charges élevées, comment ça se passe et tout ça, enfin, de l'URSSAF. Du coup, ça dépend vraiment de comment vous avez terminé votre carrière, si je puis dire, d'infirmière libérale. Si vous êtes un chiffre et un rythme hyper élevé, forcément, vous risquez d'avoir une belle grosse régule. Par contre, si vous avez réussi à diminuer, ça devrait bien se passer, voire même vous devriez être remboursé. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose à anticiper. Et pour l'anticiper, là, pour le coup, il faut bien un 6 mois, 1 an avant. Ensuite, il y a la particularité de la maladie. Mais ça, je crois que je ferai une vidéo à part parce que quand vous êtes en arrêt maladie, si c'est pour quelque... Mais je peux commencer à en parler là, mais je reparlerai de la maladie et des statuts dans une autre vidéo. La particularité, c'est que quand on a un arrêt maladie, en fait, tout dépend pourquoi vous êtes en arrêt maladie. Si c'est un arrêt maladie qui ne va pas aller vers une invalidité, bon, la question ne se pose pas. Par contre, si c'est un arrêt maladie qui risque de se terminer en invalidité, la patience. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'invalidité à un moment donné, et une fois que vous avez l'invalidité, là, forcément, vous pouvez vendre tout. Mais tant que vous n'avez pas l'invalidité, je vous conseille très fortement de ne pas tout vendre, ou alors il va falloir vendre mais en gardant le statut de remplaçante. C'est pour ça que je ferai une vidéo à part. Et si vous entendez cette vidéo là, n'hésitez pas à venir me poser des questions en attendant que je fasse la vidéo pour que je puisse vous répondre. Au niveau du coup des expériences qu'on me demande souvent de vente. Alors moi personnellement, mon expérience est très très mal passée, tout simplement parce que j'ai signé un contrat d'association qui n'était pas forcément bien rédigé. Ma collègue l'avait rédigé avec sa maman, et du coup j'étais en mode je fais confiance, et du coup je ne m'étais pas rendu compte que j'avais 6 mois pour trouver quelqu'un. C'était à moi de le trouver, et elle avait le droit de refuser toutes les personnes que je lui présentais, et au bout de 6 mois le cabinet elle avait le droit de le garder, et ce gratuitement. Au final j'ai perdu 45 000 €. J'ai eu beau à faire appel à l'ordre et tout ce que vous voulez. Voilà, parce que bon, évidemment, derrière, il y a eu, évidemment, on refuse toutes les personnes, on dit qu'elles sont nulles, et puis voilà, et comme ça au moins, ça passe à l'as. Donc je vous conseille vivement de bien lire entre les lignes de votre contrat et de bien faire les choses dans les règles dès le départ pour éviter des déboires à la fin. Et oui, ça arrive que des fois, vous ne puissiez pas vendre votre cabinet. C'est arrivé à ma meilleure amie qui a vendu son cabinet, qui a attendu des mois et des mois, 6 mois je crois, et elle n'a jamais réussi à retrouver repreneur. Pourtant c'est une zone en forte demande, et du coup elle n'a pas pu vendre son cabinet. En tout cas, elle n'a pas récupéré 1 centime de son cabinet, et du coup dans ces cas-là, elle a été obligée de redistribuer tous les patients et de trouver un cabinet à tous les patients. Je vous rappelle la règle des continuités de soins, puisqu'elle était seule. Donc elle a trouvé un cabinet pour chaque patient, et ce qui fait que tous les patients étaient redistribués. Elle a dû en apporter la preuve aussi à l'ordre
pour pouvoir quitter l'ordre sans avoir de problématique à ce niveau-là. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre vos cabinets, que vous êtes seul, la règle, c'est de redistribuer tous vos patients à des cabinets infirmiers. Et si vous êtes en difficulté, de ne pas hésiter à contacter la Sécu pour leur expliquer votre situation par rapport à des patients que vous ne pouvez pas garder, dont personne ne veut. Voilà. J'espère du coup avoir apporté de l'eau à votre moulin, comme on dit. Et n'hésitez pas du coup à venir me voir en message privé. Je réponds assez facilement ou à laisser un petit commentaire sous la vidéo. La seule chose que je veux vous dire, c'est que quoi que vous fassiez derrière, ne vendez pas sur un coup de tête, ne vendez pas en vous disant de toute façon, je vais faire autre chose, je sais à peu près quoi. Préparez vraiment votre sortie en amont, c'est vraiment ce qu'on fait en bilan de compétences. On prépare sa sortie pour ne pas faire n'importe quoi et pour que justement le plan d'action et le projet soient très cohérents, très ficelés et que vous ne partiez pas dans tous les sens au risque de le regretter amèrement et de faire n'importe quoi et de reproduire des erreurs qui pourraient vous coûter très cher, entre guillemets. Voilà, j'espère avoir été complète et je continuerai de faire des vidéos sur des sujets un peu comme ça pour que vous ayez un peu plus de matière. Je ferai une vidéo spéciale sur les statuts et sur la maladie. Quand on n'est pas bien au boulot aussi, quel statut privilégié pour éviter d'aggraver sa situation. Dans la prochaine vidéo, on parlera de tout ça. Salut!